Bonjour chers éditeurs, chères auditrices, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui, je suis avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Sidonie. Laetitia qui est un peu stressée d'être là. Alors Laetitia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Bien sûr, Laetitia Marlier, j'interviens dans les entreprises comme office manager. Qu'est-ce donc ? Eh bien écoute, ce n'est pas de l'organisation de bureau, mais j'aide les entreprises à se soulager sur la partie administrative. Donc les règlements fournisseurs, les relances clients... Et puis d'autres paperasseries qui arrivent. Genre la compta, les choses comme ça ? Alors, la compta, je fais de la pré-saisie, mais j'interviens toujours dans des entreprises où il y a un expert comptable, justement. Je fais l'intermédiaire entre l'entreprise et tout ce qu'elle peut avoir dans son quotidien administratif et l'expert comptable. Donc, quand il y a des questions de l'expert comptable, là, je peux y répondre. Et puis, comme j'ai des compétences en fiscalité, en juridique, je les aide aussi à décanter un petit peu les questions du quotidien sur ça. Et je vois si on peut le faire ensemble ou s'il faut faire appel à un prestataire. Et tu vois aussi, si par exemple il y a une entreprise qui a besoin de trouver un expert comptable, justement, tu es le genre de personne qu'on peut appeler pour pouvoir faire le lien, c'est ça ? Oui, tout à fait. Okay. Non, mais c'est pour bien cerner ton métier. Alors c'est vrai que c'est un monde qui m'est totalement étranger et j'avoue qu'il ne m'attire pas du tout. Et pourtant, son domaine bien, je comprends pas. Ok, et tu as toujours fait ça, toujours voulu faire ça ? Alors, non, je n'ai pas toujours fait ça. J'étais auparavant moi-même dans un cabinet d'expertise comptable. C'est pour ça que je suis à même de pouvoir recommander. J'ai été salariée pendant 18 ans. Voilà. Mais je pense que je suis comme Obélix tombée dedans dans la potion magique parce que je suis fille de comptable. Ah là, c'est dans les gènes. Et je vis avec un comptable. Donc, tu vois, c'était inévitable. Je devais tomber dedans. Je devais faire ça. Et tu faisais quoi, du coup, quand tu étais employée dans cette boîte ? Alors, j'ai eu 2 métiers, peut-être un troisième aussi. J'ai fait 9 ans de commissariat aux comptes. Alors ça doit être aussi très étranger pour toi. Ah oui, complètement. Il y a une obligation légale pour certaines structures, certaines sociétés qui dépassent des seuils. Alors là, on parle de total bilan, de chiffre d'affaires, de salariés, d'avoir un commissaire aux comptes. Donc en fait, tu interviens, les comptes sont quasiment finis. Et tu audites ces comptes, c'est-à-dire que tu les révises et tu t'assures qu'ils respectent toutes les règles fiscales et comptables. D'accord, un peu comme la police de la compta, quoi. Oui, si tu veux. Tu t'étais jamais vu comme ça. J'aime pas trop le terme de policier parce que pour moi c'est plutôt une collaboration. Okay. Mais il est vrai que des fois quand on arrive, les comptables sur place peuvent être un peu intimidés, un petit peu stressés comme je suis avec toi. Tu vois, t'es la police du podcast. Exactement. D'accord. Et puis ensuite, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai eu besoin de rester un peu plus local sur place. Et donc, le commissariat, c'est souvent des déplacements. Donc, du coup, je suis passée en expertise comptable. Et donc là, tu es plus en proximité avec le client. Okay. Tu les aides à arrêter leur compte, en fait, annuel. Voilà. Arrêter leur compte, c'est-à-dire on ne stoppe pas les comptes. C'est faire le bilan. T'as raison de m'arrêter sur ce vocabulaire qui est bizarre. Tu t'arrêtes les comptes, tu vois, comme la police qui arrête les comptes, tu vois. T'as une obligation pour les entreprises de faire un point. Alors, j'allais dire un point d'étape. Non, c'est pas un point d'étape, mais au bout de 12 mois, de regarder comment est l'activité. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle les comptes sociaux annuels. Donc, du coup, pour toutes les entreprises. Pour toutes les entreprises, okay. Tout à fait. Même un micro-entrepreneur, il arrête ses comptes, c'est civil, et qui va le déclarer sur sa déclaration de revenus. D'accord, oui. Okay. Donc, tout le monde on fait un point d'étape. D'accord, comme un espèce de bilan, en fait, pour voir où ça en est et pour voir ce qu'il faut faire derrière. Oui, tout à fait. Ça permet d'analyser, en effet, ce qui a été fait, comment est l'activité. Alors après... S'il y a des difficultés, ne pas attendre le bilan pour mieux voir. Ok. D'accord. Voilà. Donc, tu as fait ça. Et est-ce que ça t'a plu, toutes ces expériences ? Ouais, j'ai adoré. C'est quoi ce que tu as aimé dans ces métiers-là ? T'aimes les chiffres ? J'aime les chiffres, j'aime les faire
parler et j'aime le relationnel avec le client aussi. Et souvent, quand on intervenait, expertise ou commissariat, c'était des comptables d'entreprise qui sont souvent seuls, en fait, qui n'ont pas forcément d'autres confrères, des partenaires avec qui échanger. Donc, en fait, ils sont super contents d'avoir quelqu'un qui a le même jargon, un ami comptable, c'est ça, qui parle la même langue que lui. Et donc, du coup, c'est souvent des beaux échanges qu'on pouvait avoir sur leurs difficultés, sur sur les optimisations, sur la réflexion. Donc, c'était des chouettes moments de partage avec les clients et puis de les aider. Et puis oui, j'aime les chiffres, le travail en équipe, parce qu'en cabinet comptable, on se travaille souvent en équipe, aussi bien sur la partie expertise, mais on a aussi des confrères sur la partie fiscale, juridique, avec qui on peut échanger sur les problématiques d'un client. Et donc tout ça m'a bien challengé. J'ai bien aimé faire ça. Sinon, j'aurais pas continué, j'aurais pas fait ça pendant 18 ans s'il ne m'avait pas plu. Ça, 18 ans, pour ceux qui connaissent les cabinets, vont te dire ah ouais, non, quand même, c'est pas mal. Okay. Donc je vais te le dire, même si je n'ai pas cette notion, pas mal. Merci Sidonie. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à en partir alors ? Puisque c'était si bien que ça. Et un moment, j'étais appelée à faire autre chose. Alors, le burn-out m'a rappelé, m'a dit qu'il était temps que je stoppe. Je pense que... Parce que même quand on aime, on peut faire un burn-out. Exactement. Bah oui, on peut s'investir de trop parce que on ne sait pas dire non, on ne sait pas assez en tout cas, et que c'est un métier qui est quand même très prenant, aussi bien sur les horaires, mais aussi de l'implication qu'on peut avoir. Il faut être méticuleux, il faut être... Oui, et puis il y a beaucoup de recherche, de connaissances. De pression, c'est une grosse responsabilité aussi, t'as pas intérêt à te planter. Pression, t'en as beaucoup en même temps à faire. C'est... Parce que j'imagine si moi je faisais ce métier-là, j'étais hyper étourdie quand je faisais les maths. J'imagine pas la pression que ça doit être. En fait, t'as pas intérêt à te planter dans un calcul, quoi, tu vois. Bon, tu te trompes, hein, ça t'arrive. Oui. Hein. On est tous quand même des humains derrière nos ordinateurs. Mais l'avantage, c'est qu'on travaille en équipe et qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le voir. Ou sinon, tu peux le voir l'année d'après. Mais à un moment donné, c'est vu et on le corrige et on essaye de le faire en bonne intelligence. Okay. Et du coup, t'as eu cette envie donc, de changement suite à ce burn-out et tu t'es lancé à ton compte. Exactement, ça s'est pas fait tout seul comme ça. Hein. Ça a été un long, moi ce que j'appelle un long travail, un long mûrissement sur soi. Mais c'est vrai que ce burn-out m'a imposé de réfléchir, de me poser, mais qu'est-ce que toi tu as vraiment envie de faire ? Il a ressemblé à quoi justement ce mûrissement sur soi, pour reprendre tes termes, ça ressemblait à quoi ? Si on te voyait, s'il y avait une caméra chez toi, ou sur toi, je sais pas. À quoi ça ressemblait ? J'en sais rien. Je saurais pas te... Il y a eu de la fatigue au début, j'imagine ? Oui, énormément de fatigue, beaucoup de questions et c'était un grand mur. C'était un nuage gris. C'était pas un mur, c'était un nuage gris que j'avais au-dessus, devant moi et je ne voyais pas du tout clair. Mais je savais que ce n'était plus le cabinet comptable. Ce qui est resté de là, ce qui en est sorti avec un bilan de compétences, c'est que c'était vraiment la relation avec l'autre que j'adorais. Oui. Ça, je peux le croire facilement. Donc ça, c'est le fil conducteur qui m'a aidé à réfléchir et à voir ce que je pouvais faire avec ça, avec ces compétences aussi administratives, comptables. Et donc, ce qui m'a fait sortir de ma grotte, c'est d'aller accompagner des micro-entrepreneurs, parce que moi-même, je me lançais. Donc, j'ai découvert le statut, que en fait, en cabinet, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais très mal. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai eu besoin d'accompagnement en commercial, sur différentes choses. Il y en a d'autres qui n'ont sûrement pas ces compétences-là et qui pourraient avoir cette compétence administrative. Alors, c'est un statut qui est facile pour s'y inscrire. La difficulté, c'est qu'en fait, l'entrepreneur, du coup, ne prend pas forcément cette posture de dirigeant d'entreprise. Sur la micro-entreprise ? Sur la micro-entreprise. Et pour autant, il y a quand même cette nécessité-là parce qu'on a des envies, mais il faut toujours les remettre en perspective par rapport à ce qu'on va gagner et par rapport au futur, et regarder. Donc, il faut regarder la réalité des choses, en fait. Et pas avoir peur de le voir et comment je le travaille et mettre en place des stratégies. Et je trouve que les chiffres ont cet avantage. C'est un bon argument. Tout à fait. Et quand on les regarde, vraiment, quand ils sont posés sur le papier,
Ah oui, d'accord, ça va pas matcher ça va pas le faire. Il faut que qu'est-ce que je peux mettre en place pour le faire? C'est un outil pour commencer à discuter et à réfléchir. En fait, c'est plus comme ça que tu veux dire qu'en fait, tu as rencontré des micro-entrepreneurs qui étaient des passionnés, qui se sont lancés et qui n'assumaient pas cette partie d'eux de devoir gagner de l'argent en fait et d'être des entrepreneurs à proprement parler, c'est ça? Sur cette partie de gagner de l'argent, si, mais qui en fait étaient encore dans le doux rêve de leur métier, de leur activité, complètement passionnés et qui pensent... Je ne vais pas généraliser parce qu'ils sont tous différents, mais certains, en effet, pensaient que le métier en lui-même, leur passion, allait faire venir les clients. Ils n'avaient pas mis en place la stratégie qu'il faut ou avaient aussi un peu surdimensionné leur structure. Je pense au loyer, par exemple, qui n'était pas en cohérence pour l'instant entre ce qu'ils étaient en train de développer. Donc en fait, toi, tu reprends vraiment tous les... Alors, j'allais dire les détails, mais ce n'est pas des détails, mais tous les détails qui sont... de près ou de loin liés à de la compta, à des chiffres, etc. Tu mets tout sur le papier, donc il y a les loyers, il y a les frais, on reprend toutes les charges, en effet, tous ces charges, et on les met en perspective par rapport à son chiffre. Donc les charges fixes, en effet, et... tout ce qui est impôts, tout ce qui est taxes. Ouais. Alors il y a selon l'activité du micro-entrepreneur, il peut y avoir que très peu de charges, en fait. Mais en effet, bien les descendre, les recenser, parce qu'on estime, ah bah oui, je l'avais oublié celui-là. Et puis, mais une petite charge plus une autre petite, ça fait un montant. Donc oui, et puis après, voir si le statut de micro-entrepreneur est intéressant pour eux selon le montant de la charge. Parce que... Ok. Je vois perplexe. Non, mais c'est juste que c'est vrai que c'est la partie où je suis un peu allergique. Tu sais, tu m'as déjà aidé. Tu sais comment je suis avec la compta, tout ça, les papiers, tout ce qui ressemble de près ou de loin des papiers. Est-ce que je suis la seule dans ce cas ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment allergiques à d'autres qui sont phobiques aussi, t'inquiète pas. Tout à fait. D'accord. Voilà. Merci, je me sens moins seule. Et donc, Laetitia, donc, tu as cette appétence pour les chiffres. Tu es quelqu'un d'assez... Est-ce que tu te décris comme quelqu'un d'assez justement cartésien, terre à terre, de caractère? Dans ta façon d'être, de travailler? Oui. Ouais. Est-ce que tu n'es que quelqu'un de cartésien? Parce qu'il y a autre chose qui fait que tu es quand même très singulière dans ta façon de travailler. Tu vois où je veux en venir ou pas? Complètement. Oui, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais qu'elle dise là. Tout à fait, que je suis encore en train de voir comment cette passion que j'ai, comment elle interfère dans mon côté professionnel. Comment l'intégrer? Voilà, comment l'intégrer, je pense que je l'incarne et je le suis. J'ai juste, pour l'instant, voilà, c'est encore en réflexion. Oui, je suis en pleine découverte des énergies et je fais en parallèle j'ai commencé il y a 1 an et demi une formation de thérapeute énergéticienne, qui est un vrai coup de cœur parce que c'est un énorme travail sur moi et c'est ce qui m'a aidé aussi. Oui, pendant la formation, tu veux dire? Ça te fait bosser sur plein de trucs pendant la formation? Ouais, et qui m'a aidé dans ma posture d'entrepreneuse moi-même et dans ce sortir du burn-out parce que ça m'aide à m'affirmer et à savoir ce que je veux et à surmonter les différentes étapes d'une entrepreneuse, d'un entrepreneur de manière générale, qui étaient mes challenges à moi. Tu veux dire alors, je vais faire un peu je pousse la question, mais en quoi est-ce que ce travail, parce que c'est un travail sur toi, en quoi est-ce que ça t'a aidé en tant qu'entrepreneuse? Je sais qu'il y avait des moments où je me posais plein de questions et sortir de chez moi, aller réseauter, communiquer sur moi. Tu peux te faire accompagner par des personnes qui te donnent les outils, les techniques. Mais si tu n'as pas travaillé sur toi et sur la confiance en toi... Sur tes blessures, des choses comme ça? Voilà, c'est difficile d'y aller, en fait. Donc, ma petite astuce à moi, c'était de faire une petite méditation sur le plexus solaire, par exemple, qui aide à développer la confiance, ou faire un chant. Voilà, donc souvent avant d'un rendez-vous, parce que vraiment le burn-out, c'est un repli sur soi aussi. On met pas mal l'autre en... Ouais, l'autre est effrayant. Ouais. À un certain moment, il a pu l'être, de par les remarques. Enfin voilà, il y a beaucoup de doutes. Et donc, voilà, travailler sur son assise sur soi. Et je continue encore de temps en temps, avant certains rendez-vous. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, pour tes clients,
tu pourrais avoir ce genre de conseils en plus de leur montrer comment faire leurs calculs et tous les trucs bien cartésiens, tu pourrais aussi leur donner ce genre de conseils en fait. Selon l'ouverture du client, oui, ça m'est déjà arrivé. C'était déjà arrivé. En effet, j'ai pas encore franchi le pas et proposé une méditation parce que, mais certaines fois, c'est là où je suis encore en découverte, où ça me titille, parce que je vois bien quand on commence à parler impôts, TVA, pour certains, c'est vraiment un gros stress, pas uniquement sur l'administratif. Et j'aimerais apporter cette douceur et cette détente que on va s'en sortir, la personne va s'en sortir et que tout va bien aller. Et c'est vrai que je trouve que un outil énergétique, la méditation qui est assez abordable, je trouve, pourrait être pas mal. Mais comme je suis encore dans un rôle, j'arrive avec ce rôle cartésien, je ne l'ai pas encore apporté. Peut-être que dans un an, je te dirai autre chose. Peut-être. Bon, tu reviendras podcaster, écoute. Et du coup, dans cette formation que tu fais, il y a de la méditation, mais il n'y a pas que ça, j'imagine. C'est quoi d'autre que tu sais faire? Non, dans cette formation, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il y avait autant de théorie que de pratiques et différentes pratiques énergétiques qui permettent, selon notre sensibilité, de voir celle avec laquelle on a ou lesquelles on aurait le plus d'appétence. Et c'est quoi les tiennes? J'en ai plein. Alors vas-y, raconte. On a les rêves éveillés. C'est un petit peu comme de l'hypnose ou de la sophrologie. On met la personne en état modifié de conscience et on l'emmène avec des archétypes pour pouvoir les transformer. Donc en fait, les archétypes, c'est-à-dire? Eh bien, par exemple, tu as l'archétype de la montagne, qui est ton chemin de vie, en fait, et comment est ton chemin. Donc, si tu as une montagne qui est pointue, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde au bout de ton chemin. D'accord. Si elle est très... Merde, elle était pointue dans ma tête. T'imagines bien si elle est très plate, un peu comme dans les... un volcan, un ancien volcan. Voilà, c'est ça. Là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui rentre dans ta sphère. Voilà. Et l'idée, c'est des choses qui sont donc dans ton inconscient, de venir les conscientiser dans le rêve et puis de pouvoir modifier progressivement ton image. Comme tu en as envie, en fait. Voilà, comme la personne en a besoin. Et donc l'avantage, je trouve, dans le rêve, c'est que tu proposes cet archétype et qu'ensuite tu fais parler la personne, justement, décrire l'image qu'elle a et venir progressivement essayer de comprendre et de la transformer pour qu'elle soit saine et juste pour la personne. D'accord, et ça a un impact après dans la vraie vie. C'est ça, parce que tu l'as déjà transformé dans en pensée, dans ton mental, et donc après, c'est à réussir à l'amener dans la vie, en fait. C'est déjà un premier pas de franchi. Ok. Voilà. Comme autre pratique, donc tu en parlais de la méditation, il y a le yoga aussi, tout ce qui est chromothérapie, mandala. Donc chromothérapie, pour ceux qui ne savent pas, la science des couleurs. Voilà. Tu fais ça avec quoi? Avec des foulards, on fait de la peinture. Et de la peinture. Ouais. Donc la c'est vibration. presque de l'art-thérapie aussi en même temps. Un petit peu. Ouais. Donc la vibration des couleurs, c'est impressionnant en fait. Quand tu te mets, en général, on pense 15 minutes sur une couleur et tout ce que tu arrives à lâcher avec la peinture est assez extraordinaire. Ouais. Ok. Par exemple, si tu es quelqu'un de stressé, tu lui fais prendre plein de, des verres différents et puis il va peindre qu'avec du vert pendant 15 minutes. Comment ça se passe? Alors, sur le stress, je réfléchis quelle serait la meilleure couleur. Un exemple. Ça dépend sûrement des gens. Mais oui, tout à fait, c'est ça. Tu le mets en état modifié de conscience, tu le mets un petit peu en méditation et ensuite tu lui dis pendant 15 minutes, tu vas faire que peindre. Et le pinceau, en fait, il faut tout le temps qu'il soit en activité. Ok. Voilà. Et tu l'invites éventuellement à passer de pensées positives à des pensées négatives ou vice-versa selon où elle est pour qu'elle aille traverser tout ce qu'elle a à sortir à ce moment-là. Ok. Donc en fait, tous ces outils-là, c'est des outils que tu peux conseiller pour que les gens deviennent indépendants en fait après. Oui. Le but, c'est pas que tu sois là à chaque fois. C'est pas comme une séance justement énergétique. Bon, là, tu fais sur la personne parce qu'elle peut pas le faire toute seule. Mais là, c'est quand même ça reste des outils que les gens peuvent s'approprier. C'est le premier effet que ça a eu déjà sur moi. C'est-à-dire qu'après 1 an de formation, en effet, j'étais beaucoup plus autonome et je voyais moins de thérapeutes moi-même parce que quand tu as identifié un peu ta problématique, tu sais sur quelle pratique peut venir t'aider et te soulager. Et en effet, c'est comme ça pour apporter la personne. Donc, tu mélanges de la discussion verbale par rapport à ce que tu comprends. Tu vois quelle pratique la personne peut être le plus sensible selon son profil. Aimer, en fait, Oui, et selon son profil énergétique, en fait. Okay. Et tu lui proposes de travailler dessus. Donc, selon le profil énergétique, c'est-à-dire selon les informations que tu peux avoir sur elle, en fait, c'est ça?
Oui. On est plus ou moins, de manière presque cartésienne, on est plus ou moins attiré vers tel ou tel truc, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, on peut avoir il y a des personnes qui vont avoir besoin de travailler dans la matière des choses. Donc, en effet, la peinture va être très intéressant. Et tu en as d'autres qui vont être plus, un peu comme moi, dans le mental. Ah bon? Et qui, du coup, le chant va être un outil intéressant parce qu'on utilise l'air, en fait, pour le faire. Bon, après, l'idée, c'est d'ouvrir tous ces portes-là, tous ces chakras-là, et de travailler aussi bien quelqu'un qui est dans l'air, d'aller travailler dans la matière. Ouais. Mais tu vas pas lui faire travailler avec un outil avec lequel il est vraiment réfractaire. Donc, ça commences... peut faire un pont, en fait. Et l'idée, c'est de commencer par quelque chose avec lequel il est le plus sensible. Il a le plus d'appétence pour progressivement l'amener. Mais c'est un travail, en effet, qui peut prendre plusieurs séances. Mais l'idée, c'est que oui, la personne, après, peut se les approprier tout à fait. Okay. Surtout qu'en plus, c'est des outils, entre guillemets, faciles. Hein, parce que, par exemple, le chant, tu peux faire ça n'importe où. Tout à fait. Peut-être dans les toilettes de ton entreprise pour pas que tout le monde t'entende. Mais... Non, mais déjà, rien que dans ta voiture, si tu te déplaces en voiture. Il y a plein de... Sous ta douche, il y a plein de moments, en effet, où tu peux les reprendre. Ça me fait penser qu'il y a un chant qu'on a travaillé et il est souvent venu à mon esprit. Bon, je dis, c'est bon, c'est que c'est le moment de le chanter et c'est que j'en ai besoin en ce moment. Ouais, tout à fait. C'est super intéressant. C'est vrai que c'est très atypique pour le coup je trouve ça super de pouvoir proposer ça en fait dans le cadre de ton travail, quoi. Ça a fait un beau mélange entre le cartésien et le non cartésien. Donc tu n'es pas si cartésienne que ça, si terre à terre que ça finalement. En tout cas, Laetitia, je te remercie pour ce partage. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Sidonie. Et puis peut-être à bientôt pour un autre podcast alors. Peut-être, qui sait. À bientôt. Salut.